Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter les résultats concernant les associations entre l'exposition au chlordécone, l'exposition précoce, c'est-à-dire prénatale et chez le jeune enfant, et le développement anthropométrique du nourrisson. Donc la question de recherche à laquelle on s'intéresse présentement, c'est est-ce que l'exposition au chlordécone, l'exposition précoce donc, impacte la croissance des jeunes enfants ? Alors cette question est pertinente dans un contexte où le chlordécone est un perturbateur endocrinien avéré avec des propriétés œstrogéniques. Et on a pu observer dans un certain nombre d'études, beaucoup plus nombreuses que celles sur le chlordécone, que l'exposition prénatale à certains perturbateurs endocriniens pouvait entraîner une perturbation durable des mécanismes de contrôle du poids. Et notamment, on trouve un certain nombre d'études sur les effets de l'exposition prénatale au PCB, au DDE et à d'autres polluants persistants organiques organochlorés. Alors les résultats de ces études en population, ces études épidémiologiques sont pas forcément concordantes. Sont pas forcément concordants. Ceci dit, des méta-analyses ont été menées et une méta-analyse notamment concernant le DDE a permis de mettre en évidence une augmentation du poids des enfants, des jeunes enfants exposés prénatalement au DDE. Alors chez les animaux, on a quelques études expérimentales sur le chlordécone parce que donc il n'y a pas de littérature épidémiologique sur le chlordécone actuellement. Chez les animaux, donc l'exposition d'animaux adultes, donc des rongeurs adultes au chlordécone a montré plutôt une diminution de la graisse. Par contre, l'exposition prénatale ou néonatale chez le rat a montré des résultats un peu divergents entre mâles et femelles, à savoir des mâles plus gros et des femelles plus maigres à l'âge adulte. Donc ça laisse envisager une possibilité d'action différentielle selon le sexe, dont nous tiendrons compte dans une analyse épidémiologique. Alors, cette analyse s'inscrit effectivement toujours dans la cohorte Timoun, dont vous commencez à enregistrer le schéma. Alors, les résultats que je vais vous présenter vont concerner les enfants de 0 à 7 ans. Alors, 7 ans, ce seront des résultats préliminaires, mais la plus grosse partie va concerner les enfants jusqu'à 18 mois. Donc, dans cette étude, l'exposition au chlordécone a été mesurée à différents moments. Donc la concentration dans le sang de cordon comme une estimation de l'exposition prénatale des enfants au chlordécone. La teneur en chlordécone du lait maternel à 3 mois, qui permet de mesurer l'exposition via l'alimentation du jeune enfant à 3 mois. L'apport journalier via la consommation alimentaire qui a été estimé à 7 mois, 7, 8 mois et 18 mois en collaboration avec l'ANSES, qui reposait en fait sur un questionnaire fréquentiel alimentaire et des données de contamination des aliments. Donc il y avait en fait dans Timoun un questionnaire qui était vraiment ciblé sur la consommation de produits dont on sait qu'ils sont contaminés par le chlordécone et donc a permis de faire ces estimations d'apport journalier. Alors les données de croissance auxquelles on s'est intéressé, ce sont les données de taille et de poids, à partir desquelles on peut calculer l'indice de masse corporelle, l'IMC, en faisant la taille le poids sur la taille au carré. Et donc ces données, en fait, étaient collectées par questionnaire à la naissance. Bon, alors à la naissance, on a le poids et taille de naissance. À 3 mois, on a aussi poids, taille, 7 et 18 mois. Donc ça, c'est sous forme de questionnaire. Et puis, on a aussi eu accès au carnet de santé qu'on a récupéré à 18 mois et qui nous a permis de récupérer des données relevées tout simplement par les médecins lors des visites chez le médecin de ces enfants. Donc à différents moments, à différents âges, jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc jusqu'à 18 mois dans un premier temps, et puis à 7 ans, les enfants qui ont participé au suivi, on a leur carnet de santé, leurs données anthropométriques du carnet de santé jusqu'à 7 ans. Alors en termes d'analyse statistique, on a fait un gros travail que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, mais sur la modélisation des courbes de croissance à l'aide d'un modèle dit Jens-Bailey qui permet de modéliser les courbes de croissance des poids et tailles des enfants jusqu'à l'âge de 8 ans.
Et puis, on a aussi calculé à l'aide de ces modèles des poids et tailles estimés à certains âges, donc à 3 mois, 8 mois, 18 mois, afin de tirer les résultats transversaux dont je vais vous parler plus tard. Ces résultats ont été obtenus par modèle de régression linéaire multiple ajusté. Donc, je vais vous présenter essentiellement les résultats sur l'IMC, qui permet donc de rapporter le poids à la taille, puisqu'on est dans une recherche d'une hypothèse d'obégénicité du chlordécone. Évidemment, toutes ces analyses ont été menées en prenant en compte des facteurs potentiels de confusion dont on vous a déjà plus ou moins parlé, l'âge maternel, le niveau d'études, le lieu de naissance de la mère, le lieu d'inclusion, la parité, poids et taille maternelle au début de la grossesse, prise de poids pendant la grossesse, on va voir que ça joue un certain rôle dans l'effet du chlordécone, la situation familiale, le tabac et l'alcool pendant la grossesse. Et puis, comme vous avez vu que dans la littérature, ont été publiés des résultats concernant l'association entre les caractéristiques anthropométriques des enfants et l'exposition au DDE et PCB, nous avons aussi contrôlé les co-expositions au DDE et PCB dans nos analyses. Alors, si on commence les résultats dans l'ordre, le poids de naissance. Donc le chlordécone, la relation entre l'exposition prénatale au chlordécone et le poids de naissance, en fait, si on la considère comme ça, tout simplement, eh bien, elle n'existe pas. Enfin, elle n'est pas significative. Vous voyez qu'ici, vous avez une courbe spline qui permet en fait d'estimer des relations qui éventuellement seraient non linéaires. Et on voit que cette courbe est relativement plate puisque la ligne 0 est incluse dans l'intervalle de confiance qui est en bleu. Alors par contre, on s'est quand même intéressé à stratifier ces analyses par le gain de poids pendant la grossesse, parce qu'on avait vu dans la littérature des résultats différentiels qui apparaissaient sur le DDE et PCB. Et effectivement, on a mis en évidence, on a trouvé une interaction avec le gain de poids pendant la grossesse. Alors ce gain de poids peut être considéré en valeur absolue, il peut aussi être considéré comme le respect de normes de gain de poids par rapport à l'IMC maternel, puisqu'en fait le gain de poids pendant la grossesse est quand même très lié à l'IMC maternel. Et que l'on considère le gain de poids brut ou le gain de poids rapporté à l'IMC maternel, eh bien en fait on observe une association entre l'exposition prénatale au chlordécone uniquement chez les mamans pour lesquelles il y avait un gain de poids excessif pendant la grossesse. Voilà, et vous voyez que cette relation n'est pas très simple puisqu'elle n'est pas linéaire. Il y a une diminution du poids de naissance au niveau plutôt du troisième quartile, mais pas, plutôt dans les parties moyennes d'exposition, mais pas vers les expositions les plus élevées. Donc une relation assez complexe. Alors, ce qui concerne l'indice de masse corporelle chez les garçons, donc je vous présente des analyses stratifiées par sexe, puisqu'on a vu que potentiellement l'effet était différentiel, et effectivement, c'est ce qu'on a observé. Alors, à 3 mois, chez les garçons, on peut observer, donc c'est noté en rouge ici, si j'arrive à pointer, voilà, c'est noté en rouge ainsi, la troisième catégorie la plus exposée prénatalement, c'est-à-dire le chlordécone dans le sang de cordon, a un IMC qui est augmenté de 0,9 en moyenne, 0,9 unités d'IMC à l'âge de 3 mois. Par contre, vous voyez qu'à l'âge de 8 mois et 18 mois, cette augmentation a beaucoup diminué et n'est plus significative. En ce qui concerne l'exposition via l'alimentation à 3 mois, c'est-à-dire l'allaitement à 3 mois, vous voyez, on confirme le fait qu'il y a assez peu d'association entre l'exposition via le lait maternel et un outcome de ce type-là aussi, donc anthropométrique. Il n'y a pas d'association significative. Concernant l'alimentation, donc mesurée aux différents âges, donc à 3 mois, ça n'est pas présent puisque l'alimentation est représentée par l'allaitement, mais à 8 mois et 18 mois, on voit qu'on n'a pas d'association significative. On voit que cependant, les coefficients ont plutôt tendance à être négatifs. Mais les associations ne sont pas interprétables statistiquement à 8 mois et 18 mois. Donc en résumé, chez les garçons, l'exposition prénatale au chlordécone est associée à une augmentation de l'IMC à l'âge de 3 mois, mais cette augmentation ne persiste pas aux âges de 8 et 18 mois. Et l'exposition prénatale via l'alimentation est associée à une diminution non significative de l'IMC à 18 mois, ici, mais c'est une
C'est pas significatif à 5%. C'est significatif à 10%. Alors j'ai oublié de vous préciser en fait que ces analyses portent sur 300 enfants, stratifiés garçons-filles, donc c'est à peu près une centaine d'enfants dans chacun des groupes, donc pas très nombreux. Chez les filles, on observe des choses pas aux mêmes âges en fait, c'est-à-dire que vous voyez que l'exposition prénatale via le sang de cordon, mesurée par le sang de cordon, en fait apparaît une augmentation de l'IMC plutôt à 8 mois. Elle persiste en étant un peu moins significative, mais à l'âge de 18 mois. Toujours pas d'association avec l'exposition via l'allaitement maternel. Et concernant l'alimentation, une association assez importante à 18 mois entre le 4e quartile d'exposition au chlordécone via l'alimentation de l'enfant et une baisse de l'IMC à 18 mois. Donc on voit que chez les filles, c'est un petit peu différent, puisque l'effet de l'exposition prénatale apparaît un peu plus tard et se maintient encore à 18 mois. Toujours pas d'association avec le lait comme chez les garçons. Et pour l'alimentation, l'effet se fait sentir chez les filles de manière significative, alors que chez les garçons, les tendances étaient dans le même sens, mais non significatives. Alors, quelques données à 7 ans, puisque donc, comme Luc le disait, on est vraiment en train de travailler sur ces données. Donc, on a déjà quelques résultats. Alors, à l'âge de 7 ans, on a essayé de creuser un peu plus l'aspect adiposité, puisqu'on est vraiment sur une recherche d'obégénésicité, comme je disais. Et donc, on sait que l'indice de masse corporelle est un indicateur incomplet de l'adiposité, puisque dans le poids sur taille, dans le poids, il y a de la masse grasse, mais pas que de la masse grasse. Donc en fait, on a essayé de raffiner un petit peu la mesure de l'adiposité à 7 ans, en faisant un gros travail qui a été demandé aux équipes de terrain, de mesure de différents aspects de la corpulence. Et notamment, on a pu intégrer le poids, bien sûr, la taille, mais aussi le périmètre abdominal, le pourcentage de masse grasse qui a été mesuré par impédance-métrie, et aussi la mesure des plis cutanés. Alors seulement 2 plis, les plis sous-scapulaires et tricipitaux. Mais à l'aide de ces différentes variables, on peut estimer en fait une variable composite. Donc on a fait ça par modèle à variable latente, c'est-à-dire une variable ici qui permet en fait de tenir compte de différents indicateurs observés, à savoir l'IMC, le pourcentage de graisse, la somme des plis cutanés, le tour de taille sur taille, donc qui permettent de refléter différents aspects de l'adiposité, résumés en un score global, dont on a cherché la relation avec l'exposition prénatale dans le sang de cordon et aussi l'exposition postnatale dans le sang à 7 ans. Bien sûr, en ajustant sur un certain nombre de covariables. À 7 ans, la nouveauté, c'est qu'on a aussi des informations sur la pratique de sport, le temps passé devant les écrans, donc un certain nombre de prédicteurs de l'adiposité à 7 ans, qui ne sont pas forcément des facteurs de confusion, ceci dit. C'est-à-dire que ces pratiques de sport, le temps passé devant les écrans, le type de comportement alimentaire ne sont pas forcément liés à l'exposition. Donc en termes de biais, l'ajustement n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, ce sont des bons prédicteurs de l'adiposité à 7 ans. Et ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on divise l'exposition prénatale en quartiles, le troisième quartile... Oups, je suis allée un peu loin, excusez-moi. Voilà. Le troisième quartile d'exposition chez les garçons et les filles est associé à... Ah, c'est bon, c'est très bien. Est associé donc à une augmentation de l'adiposité significative. Mais par contre, le 4e quartile n'est pas associé à cette significativement. C'est-à-dire qu'on a une petite chute. À nouveau, on a une relation qui semble non linéaire. Quant à l'exposition postnatale concomitante mesurée à l'âge de 7 ans, elle n'est pas associée à l'adiposité. Donc en conclusion de ce travail, l'exposition au chlordécone, principalement prénatale, semble associée dans notre cohorte à des modifications des caractéristiques anthropométriques des enfants au cours des 18 premiers mois de vie, mais on voit que ça diffère selon l'âge et le sexe.
Et à l'âge de 7 ans, les premières données semblent montrer que l'exposition prénatale est associée autant chez les garçons que chez les filles à une augmentation de l'adiposité. Mais on voit que ce n'est pas forcément le groupe le plus exposé qui est le plus à risque d'augmentation de l'adiposité. Donc on souhaite rester prudent pour l'instant sur l'interprétation de ces associations, car elles ne sont pas linéaires et ça pose des questions de rechercher peut-être d'autres facteurs ou co-facteurs associés à ces relations de forme non linéaire. Et puis, en fait, à l'âge de 7 ans, on est en âge prépubertaire. C'est-à-dire que, notamment dans la population, ce que l'on voit, c'est que les signes d'obésité, de surpoids, peuvent apparaître certes précocement, mais vont exploser au moment de la puberté. Et donc là, on est chez des enfants prépubères et on est beaucoup en attente de résultats de notre futur suivi, où on va pouvoir voir comment ces enfants qui semblent avoir une adiposité augmentée vont pouvoir évoluer ou pas vers un surpoids ou une obésité, voire aussi à l'âge adulte. Voilà, merci à nouveau à tous les parents et enfants qui participent à cette cohorte et permettent de produire ces résultats.